Je voudrais commencer par remercier l'ensemble des contributeurs de ce dossier. Vous avez vu qu'ils sont très nombreux, puisqu'il y a à la fois les membres du bureau de la Fabrique écologique, qui sont d'ailleurs ici présents en grande partie. Vous avez aussi l'équipe de la Fabrique écologique, que je remercie, qui a aussi contribué assez fortement au dossier. Vous avez évidemment des contributeurs extérieurs, dont vous avez la liste en première page ou en deuxième page du dossier, et que je remercie aussi parce que je pense que ça a apporté beaucoup à ce dossier que des gens qui sont parmi les plus compétents sur tel ou tel sujet acceptent de faire une fiche sur tel ou tel dossier. Je ne prendrai pas d'exemple, mais vous les avez sous les yeux. Et donc, je les remercie vraiment beaucoup. Et je remercie plus largement l'ensemble des membres du réseau de la Fabrique écologique. Vous savez que la Fabrique écologique a un réseau d'environ 800 personnes qui sont répertoriées, y compris par des mots-clés. Et donc, bon nombre de membres du réseau, et j'en vois sous les yeux certains ici, ont accepté de relire, de contribuer, d'amender. Et ça a été extrêmement utile puisque ça a été très largement repris dans les versions actuelles des fiches. Et donc, je les remercie vraiment beaucoup de ces contributions et de ce travail qui, je crois, montre qu'on peut être un collectif. Et je pense que cet atelier va le montrer encore plus aujourd'hui. On peut être un collectif qui a envie de faire concrètement avancer les choses. Et c'est bien notre objectif à la Fabrique écologique. Je voudrais rappeler la nature de la démarche que nous avons menée, qui est conforme aux caractéristiques de la Fabrique écologique, c'est-à-dire c'est une démarche transpartisane, et c'est une démarche que nous avons vue totalement rigoureuse, donc s'appuyant sur des faits et sans jugement de valeur particulier sur telle ou telle chose. C'est notre ADN, vous le savez, on est y compris dans la Fabrique écologique, on est divers. On a d'ailleurs les uns et les autres, on a et on aura, je ne sonde pas les uns les reins et les cœurs, mais on aura sans doute des choix différents dans les échéances électorales. Mais on arrive à travailler, je crois, d'excellente façon. En tout cas, ce qui nous amène tous, c'est que la transition écologique s'accélère et que le débat public sur ce sujet soit très intense. On voit bien d'ailleurs l'importance de l'intensité du débat, parce que plus on parle de la transition écologique, plus on a de chances que des mesures précises soient propositions de mesures précises soient faites par les différents candidats, et donc plus on a de chances derrière que celles-ci soient mises en œuvre le moment venu dans le quinquennat qui va s'ouvrir. Je voudrais rappeler le contexte qui justifie aussi ce dossier, qui est le contexte de l'urgence très grande de ces questions. Tous les experts scientifiques reconnaissent que la décennie actuelle est une décennie absolument décisive pour les questions climatiques et les questions écologiques. Et si un certain nombre de virages ne sont pas pris lors de cette décennie, eh bien, à tout coup, nous n'arriverons pas à respecter nos engagements d'accord de Paris, et sans parler des engagements que nous avons sur la biodiversité ou des priorités que nous avons en matière, par exemple, de santé et environnement. Et donc, la décennie qui s'ouvre est décisive, et il n'aura échappé à personne que le quinquennat qui s'ouvre est au milieu de cette décennie, et que donc le quinquennat qui s'ouvre est évidemment lui aussi décisif pour la transition écologique et énergétique. Et le deuxième élément, c'est que cette réalité-là, ça c'est quand même relativement nouveau par rapport, y compris par rapport à il y a 5 ans, c'est que cette réalité-là, les Français la connaissent et la considèrent comme un élément majeur de ce qu'il faut faire dans l'avenir. Quand tous les sondages montrent que le climat et l'environnement sont des priorités très grandes des Français, au-delà même, dans certains sondages, d'autres sujets qui sont pourtant abordés 25 fois plus dans le débat public, comme l'insécurité ou l'immigration. Et donc, sur ces deux aspects, il y a évidemment un enjeu très fort à ce que l'écologie soit débattue dans le débat électoral. Or, il faut bien le dire, et c'est l'élément de constat évidemment qui justifie la publication de ce dossier. Si tout allait bien, on n'aurait pas publié ce dossier, mais on est obligé de constater la vacuité quasi totale du débat écologique, des débats sur l'écologie dans le pays dans ces dernières semaines et ces derniers mois. Cette vacuité, elle est quantitative. Quand vous regardez les différents débats qui ont eu lieu préélectoraux
l'écologie, quand elle est traitée généralement en 2-3 minutes à la fin d'interview. Et donc, elle est, à l'exception du débat qui a eu lieu pendant la primaire des écologistes, mais sans ça, le débat est absolument insuffisant sur le plan quantité et passe toujours derrière d'autres préoccupations, contrairement à ce que les Français estiment nécessaire. Et deuxièmement, il est tout à fait consternant sur le plan qualitatif, puisque il s'est résumé ces dernières semaines deux sujets certes importants, mais qui évidemment ne recoupent pas du tout l'ampleur des enjeux qui sont devant nous, qui est le sujet de la chasse et qui est le sujet du mix électrique, qui sont des sujets évidemment importants dont on peut débattre et dont il faut débattre même, mais qui ne recouvrent absolument pas l'ensemble des enjeux de la transition écologique, dans notre pays pour l'avenir. Et donc, ce qu'on a voulu faire dans ce dossier, qui, vous l'avez vu, est composé de 26 fiches avec à chaque fois le même schéma, état des lieux, etc., etc. Ce qu'on a voulu faire, c'est, sujet par sujet, de montrer l'importance des enjeux pour l'avenir, d'abord quelques éléments du diagnostic, et puis ensuite l'importance des enjeux pour l'avenir, et l'importance des questions qui doivent être posées, et des mesures qui doivent être prises par les candidats pour l'avenir, et ça, sujet par sujet. Avec la deuxième finalité du dossier, qui nous a paru elle aussi très importante, de sortir d'une vision, parce que quand on traite ce sujet, on a le sentiment qu'on a une vision un peu sectorielle des choses, c'est-à-dire qu'on traite le mix énergétique au mieux. Parfois, ça se résume, mais souvent, ça se résume au mix électrique. On traite le problème du transport, de la mobilité, on traite le problème de l'habitat, on traite le problème de l'agriculture. Mais il n'y a pas de vision des réformes systémiques majeures d'organisation de la société qui pourtant sont indispensables pour arriver et pour réussir la transition écologique, qui va être un bouleversement considérable si on est sérieux sur l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés. Et donc, nous avons voulu mettre l'accent, d'où la première partie du dossier, nous avons voulu mettre l'accent sur les questions structurelles qui nous paraissent se poser dans l'organisation de la société et sur laquelle, à notre avis, des débats doivent se nouer, que ce soit en matière d'organisation du territoire, en matière de nouvelle économie écologique, en matière d'emploi, en matière de co-construction citoyenne, en matière d'adaptation au changement climatique. On voit bien que ce sont des éléments majeurs d'organisation de la société. C'est vrai qu'on a souvent tendance à parler, vous savez, la transition écologique, vous le savez mieux que moi, c'est souvent des réflexions sur les comportements, c'est justifié. C'est souvent des réflexions sur l'évolution des technologies, c'est évidemment aussi justifié. C'est souvent des éléments de réflexion sur des milliards qu'il faudrait mettre en plus pour agir davantage dans le domaine de l'habitat et des transports du mix énergétique. C'est évidemment aussi justifié, mais on n'arrivera pas uniquement à des raisonnements de ce type, avec des raisonnements de ce type-là, à atteindre les objectifs. En tout cas, c'est notre conviction. Nous avons voulu poser dans ce dossier la nécessité d'un certain nombre de réformes structurelles pour avancer sur ces sujets qui font partie des enjeux évidents. Voilà donc ce que je voulais vous dire en petite introduction. Je vais passer la parole à Lucille qui va ajouter, je suis sûr, un certain nombre de choses passionnantes. Et puis ensuite, donc je demanderai à chacun des contributeurs de se préparer, de parler vraiment une minute, pas plus, sur l'enjeu qui leur paraît important dans chacune des fiches. Et puis ensuite, la parole vous sera donnée. Je pense que le débat, il faudrait que le débat, si vous en êtes d'accord, pourrait tourner sur les questions suivantes. D'abord, quels sont les sujets dans les fiches les plus importants si on veut que l'écologie perce dans le débat public? Parce qu'il en manque peut-être, il manque beaucoup de choses dans le dossier, hein, on en est assez conscient. Donc, et quels sont finalement les sujets qui paraissent les plus importants si on veut porter la transition écologique dans le débat électoral? Deuxièmement, quels sont les enjeux sur lesquels il faut mettre l'accent le plus dans chacun des domaines qui sont cités pour arriver à des résultats? Et puis peut-être enfin, vous avez vu que volontairement, on n'a pas donc mis de proposition parce que, je vais tout vous dire, on commence à avoir une certaine habitude de ce genre d'exercice. Et on a bien vu dans le passé que les propositions, tout le monde disait oui aux propositions quand vous les faites. Et finalement, ça n'engageait personne. Donc ça ne nous semble pas la bonne méthode pour parvenir à une certaine efficacité. En tout cas, dans un premier temps, il nous paraît plus efficace de faire en sorte, et c'est bien tout notre objectif, que le débat public, que ce soit par l'intermédiaire
de ce genre d'atelier, des journalistes, etc., que le débat public puisse permettre que des questions soient publiquement posées aux candidats, et c'est pour ça que nous avons suggéré dans ce dossier un certain nombre de questions. Voilà, je passe la parole à Lucile, puis ensuite aux différents contributeurs, et puis ensuite la parole vous sera bien sûr donnée. À toi, Lucile. Oui, merci beaucoup, Géraud. Merci à tous d'être là et très heureuse de pouvoir débattre de ce dossier. Moi, j'avais trois choses à dire dans cette introduction. La première, c'est que c'est la deuxième fois que nous livrons à cet exercice, puisque la Fabrique écologique existe officiellement depuis 2013, et donc nous l'avions déjà fait en 2017. Et il y a aussi d'autres élections pour lesquelles nous constituons des dossiers. Mais comme c'est la deuxième fois, je voulais dire que le contexte me semble assez différent et que ce dossier, si on regarde ce qu'on avait fait en 2017, est un dossier différent pour plusieurs raisons. La première, c'est que d'abord, sur la question présidentielle et législative, on a souhaité ne pas se concentrer sur la seule présidentielle parce que nous avons le sentiment que l'écologie, c'est une démarche collective, qui a un sujet de gouvernance et qu'au fond, s'en remettre uniquement à l'élection présidentielle, surtout dans le contexte d'étrange campagne dans laquelle nous nous trouvons, ça aurait été sans doute trop risqué. Donc évidemment, ce dossier interpelle aussi ceux qui se présenteront à nos suffrages comme députés. Et quelque part, il interpelle l'ensemble de la société. On n'est pas seulement sur la présidentielle. Je pense que c'est un point qui est essentiel. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on lit ce dossier, lorsqu'on lit les 26 fiches, on s'aperçoit que les 5 ans qui viennent de s'écouler ont été un moment d'activité, d'intensité croissante en fait des questions écologiques dans le débat public, à la fois pour des raisons qui tiennent à la pression sociale, à la prise de conscience, à la question de l'urgence, à l'ampleur des faits scientifiques, et aussi à une activité, j'allais dire presque une suractivité législative, qui pour autant ou d'ailleurs institutionnelle, qu'on pense à la Convention citoyenne pour le climat, qu'on pense à la création du Haut Conseil pour le climat. Mais cette suractivité, ou je dirais même cette surchauffe dans laquelle nous nous sommes trouvés sur le plan écologique, n'a pas empêché l'apparition d'un fossé toujours plus large entre la société et les institutions. Et donc, c'est une sorte de paradoxe, c'est-à-dire que lorsqu'on lit ces fiches, on voit état du dossier pendant ce quinquennat et on voit objectivement que beaucoup de choses ont été mises sur le métier, mais on voit que la frustration s'est aussi accrue et quelque part que le lien entre l'agir écologique et la question sociale, par exemple, c'est plutôt distendu, que la tension est plus forte. On voit que entre la jeunesse et ceux qui sont au pouvoir, la tension est plus forte, et on voit que les procès climatiques, quelque part, montrent un paradoxe institutionnel qui est d'utiliser des documents élaborés par les instances officielles pour contester les politiques qui sont menées. Donc ce paradoxe institutionnel et ce fossé entre société et institution, il marque la période et je pense que c'est un point essentiel sur lequel il faudrait sans doute débattre ensuite. Troisième point peut-être, l'enjeu de la démocratie technique. On voit aussi en lisant ces fiches que quelque part, entre le langage qui est utilisé, langage de la communication politique et réalité de la mise en œuvre de l'écologie, il y a des langages différents, un langage de communication et des réalités techniques. Et l'un des enjeux importants, me semble-t-il, pour nous, et à la Fabrique écologique, c'est un point essentiel, puisqu'on veut favoriser une écologie à la fois opérationnelle et qui instille dans le débat public des réalités, mais qui ouvre aussi les sujets techniques à l'ensemble des citoyens. La question qui est devant nous, c'est comment est-ce qu'on fait le lien entre des citoyens et ceux qui sont opérationnels, avec un langage qui soit un langage commun. Et j'espère que ce dossier, Géraud a évoqué la transversalité, j'espère que ce dossier rend accessible à tous, pas seulement aux journalistes, des enjeux qui trop souvent étaient autrefois considérés comme techniques, comme l'énergie, et qui, de fait, sont des enjeux que nous pensons être des enjeux de débat public, des enjeux citoyens, des enjeux aussi pour les parlementaires, là où c'était davantage des enjeux gouvernementaux. Donc je crois qu'il y a là-dedans un espèce de pari démocratique qui me semble essentiel. Et puis, je voulais dire aussi que certaines fiches revisitent des idées reçues d'une manière assez forte. Par exemple, sur le numérique, la fiche nous indique qu'il n'y a pas seulement un problème de consommation énergétique sur le numérique, il y a aussi un sujet d'équipement, de suréquipement, de terres rares, de cycle de vie. Par exemple, sur les migrations,
la fiche nous indique qu'aujourd'hui, différencier migrants climatiques et migrants économiques, c'est au fond une sorte de facilité de langage qui permet de rejeter la complexité de la motivation du déplacement et de la migration, ou par exemple dans la taxation écologique, la question de rejeter aux frontières de l'Europe la taxation qui, lorsqu'elle se pratique sur le territoire national, est une taxation au fond impossible à mettre en œuvre pour des raisons de justice sociale ou en tout cas de creusement des inégalités. Tout ça, ce sont des choses, des idées reçues contre lesquelles le dossier illustre la nécessité d'avoir un parler vrai écologique qui me semble essentiel. Voilà, j'en ai terminé pour ces premiers échanges. Merci beaucoup, Lucille. Donc, je passe la parole vraiment pour 1 minute et centrée sur un des enjeux, l'enjeu qui juge prioritaire dans les fiches qu'ils ont rédigées, à Damien Bourreau d'abord, et puis ensuite à Bernard Chevassiot, lui, qui se prépare. Damien. Il est là. Il est là, Damien. Je l'ai vu. Oui, il est là. Damien, tu nous entends? Alors, Bernard Chevassiot, lui, puis Damien nous parlera ensuite. Bernard, à toi. Est-ce que vous m'entendez là? Très bien, très bien. Bon. Oui, donc trois messages dans cette analyse sur agriculture et alimentation. Le premier, c'est effectivement la nécessité de regarder globalement ce qu'on appelle le système alimentaire, c'est-à-dire bien sûr ce qui se passe au niveau de la production agricole, mais aussi tout ce qui se passe en amont à travers la production des engrais, des produits phytosanitaires, et puis ce qui se passe en aval à travers le transport, la transformation, la distribution et autres. Parce qu'effectivement, on voit bien que les impacts écologiques se positionnent tout au long de ce système alimentaire et que si on veut progresser par rapport à ces questions de la transition écologique, c'est bien ce système et l'ensemble de ces acteurs, y compris les consommateurs, qu'il faut prendre en compte. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dialoguer avec les agriculteurs pour qu'ils fassent évoluer leurs pratiques, mais en tout cas, effectivement, il faut que tout le monde se sente concerné par cette évolution du système alimentaire. Juste un chiffre, quand on mange 1 calorie dans notre assiette, on ne le voit pas, mais on en a consommé entre 5 et 10 tout au long de ce système alimentaire. Le deuxième message, c'est l'incohérence des politiques publiques, c'est-à-dire que on a l'impression qu'il y a des politiques publiques qui créent des impacts négatifs sur du point de vue écologique et biodiversité, et qu'on développe avec également de l'argent public des politiques qui sont souvent d'ailleurs moins dotées sur un plan budgétaire pour essayer de corriger ces effets négatifs. L'exemple le plus classique, c'est les budgets des agences de l'eau qui sont utilisés pour essayer de corriger les effets négatifs des flux de nitrates, d'engrais ou de phytosanitaires dans les eaux. Donc, cette question d'appel à une cohérence globale des politiques publiques, c'est le deuxième message. Puis le troisième message plus conjoncturel, c'est une occasion vraisemblablement ratée, mais tant que le match n'est pas terminé, on peut encore espérer. On a accepté que les politiques agricoles communes donnent plus de liberté d'action aux différents États membres, et c'est une bonne chose. Mais la France, plutôt que justement de se montrer exemplaire dans ce domaine en ayant des degrés de liberté, a plutôt tendance aujourd'hui, à travers son plan stratégique national, à prendre un positionnement à minima et à faire que, effectivement, ce verdissement et cette incitation des agriculteurs à changer de pratique, risque d'être plutôt inférieur aux standards que l'Europe, à travers son plan de la fourche à la fourchette, voudrait faire prendre en compte par les États membres. Et donc, cette occasion ratée, alors qu'on va rentrer dans la présidence française de l'Union européenne, on espère quand même qu'il y aura une certaine correction, parce que tout le monde va être malheureux. Les agriculteurs vont dire qu'on leur impose encore de nouvelles contraintes, et les écologistes vont dire que ça sert à rien parce que de toute façon, c'est du greenwashing. Voilà, donc en gros, les trois messages de cette note. Merci beaucoup Bernard. Donc Damien Bourreau sur l'éolien. Oui. Et Pauline Bureau se prépare. Damien, à toi. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Très bien. Bon, alors, moi je vais faire aussi trois remarques sur le dossier. Oui, trois. La première, c'est que le débat qui s'est focalisé sur l'éolien et le nucléaire conduit à éclipser le vrai débat autrement plus important sur les besoins en énergie dans le futur.
Et ce débat, c'est un débat sur quelle consommation, quelle organisation de nos territoires de vie, et bon, finalement quel mode de vie est nécessaire et souhaitable pour les années à venir, pour respecter nos objectifs climatiques. Alors, le deuxième élément, c'est que le dossier donne des éléments les plus précis possibles sur la réalité des questions qui sont posées à l'éolien, puisque des questions sont posées sur les aspects d'impact environnementaux, la biodiversité, les nuisances sonores, la circularité des composants, mais aussi les éléments économiques sur le coût de l'éolien, l'efficacité pour la réduction des émissions de CO2. Et bon, on voit bien que les éléments qui ont été utilisés et donnés dans les débats qu'on a eus sur l'éolien et le nucléaire sont très loin de la réalité. Et donc, l'objectif de la fiche est de remettre quelques éléments précis sur la table. Alors, le troisième, je crois que c'est les questions qui sont réellement importantes. C'est, à mon sens, quelle place faut-il réserver à l'éolien et plus largement aux énergies renouvelables électriques, et puis quelles explications sont nécessaires, doivent être données, quelles dispositions faudrait-il prendre pour rendre acceptable et même plus, je dirais, désirable le développement de l'éolien et des énergies renouvelables dans l'avenir proche. Merci Damien, merci de ta concision. Je passe la parole donc à Pauline Bureau et Jacques Rigaudia se prépare. Merci Géraud, je vais poursuivre cette logique de 3 points. Fiche éducation, formation. Le premier point, je dirais, c'est le contenu des programmes scolaires et dans l'enseignement supérieur qui s'appuie pour l'instant sur le concept de développement durable. Donc, on a le terme de développement dedans qui pose problème. Donc, est-ce qu'il faudrait revoir cette notion? Le deuxième enjeu, c'est celui de l'institutionnalisation des enjeux écologiques à l'échelle des établissements. Comment faire en sorte que ces questions soient prises en compte par les établissements? Donc, est-ce qu'il faudrait développer des instances spécialisées au sein des établissements pour légitimer la prise en compte de cette question et faire en sorte que chaque établissement soit équipé en fait en termes de personnel. Et le troisième point, c'est la généralisation de ces enjeux, de la prise en compte de ces enjeux à toutes les filières, à tous les établissements, à tous les cycles. Il y a les établissements d'enseignement supérieur qui sont encore le parent pauvre en termes de transition écologique, avec 69% des étudiants en 2020 qui ont déclaré entendre peu ou pas parler des enjeux écologiques au cours de leur formation. Voilà. Merci Pauline. Donc Jacques Rigaudia sur le mix énergétique et ensuite Pierre Victoria se prépare. Jacques, à toi. Tu ouvres ton micro. Voilà, non, je cliquais pas au bon endroit, excusez-moi. Oui, je vais moi aussi poursuivre sur les 3 messages. D'abord, je pense que le premier message, il est connu de tous, mais il faut en tirer les conséquences. C'est, au fond, notre problème, ce sont les excès de l'économie par rapport à la réalité écologique et aux limites écologiques de notre planète. Et que donc ces excès qu'il faut désormais cesser supposent trois principaux modes d'action. Le premier, parce qu'évidemment le meilleur moyen de résoudre notre problème énergétique, c'est de moins en consommer, c'est évidemment le volet de la sobriété qui est le premier à essayer de mettre en œuvre, mais il y en a deux autres qui, eux, sont directement liés
à ce qu'on a appelé la déconnexion, qui est en fait une double déconnexion de l'économie par rapport à la réalité écologique et aux émissions de gaz à effet de serre en particulier, qui sont d'une part la déconnexion entre le PIB et la consommation d'énergie, donc une meilleure efficacité de notre économie énergétique de notre économie, et le troisième évidemment est que cette énergie utilisée par l'économie pour l'économie soit une énergie décarbonée. Donc ça, c'est le premier type de message, sobriété, efficacité et décarbonation de l'énergie. J'entends plus, c'est moi qui suis déconnecté. Non, je sais pas. Vas-y. Voilà. Si tu peux le deuxième message, ce serait bien. Oui. Pardon. Vas-y. Le deuxième message, c'est que dans ce mouvement de transition énergétique, il y a une affirmation qui est celle de la place de l'électrique, de l'électricité, puisque c'est sans doute le meilleur moyen de la décarbonation de l'énergie qui est utilisée, ce qui pose immédiatement la question du mix. Et comme il a été dit tout à l'heure, et c'est le troisième message, c'est la question du mix électrique. Notre mix est quand même très particulier, chacun le sait, avec la place particulière qui est celle qui a été faite au nucléaire. Mais au-delà de ce débat, j'allais dire apparent, contre l'éolien, pour le nucléaire, contre les ENR, il y a quand même des réalités un petit peu plus compliquées à considérer. C'est que il ne s'agit pas, dans cette affirmation progressive de l'électricité, simplement d'empiler des centrales ou d'empiler des mâts d'éoliennes ou des centrales solaires. C'est de considérer l'équilibre d'un système. Autrement dit, au-delà de ce qui est souvent mis en avant, exclusivement mis en avant, qui est la question du coût du LCOE de chacune des types de sources d'électricité, il faut considérer aussi les questions qui se posent dans l'affirmation, par l'affirmation de la place des énergies renouvelables, qui sont questions à la fois de la transformation des réseaux et aussi, bien sûr, celles des flexibilités qui seront nécessaires compte tenu de la nature même de ces sources d'électricité. Autrement dit, le troisième message, c'est on ne peut pas se limiter simplement à considérer des anticipations de coûts de production. Il faut considérer la transition comme la réalisation permanente et la transformation permanente du système électrique dans son ensemble, et donc en considérer toutes les composantes, c'est-à-dire y compris les coûts de flexibilité et les coûts de transformation des réseaux. Voilà. Merci beaucoup. Donc, il nous reste 2 intervenants. Donc, vous pouvez d'ores et déjà, ceux qui le souhaitent en tout cas, lever la main pour si vous souhaitez intervenir dans la foulée de ces quelques présentations qui, vous l'avez bien vu, ne sont que partielles parce que on s'était amusé à présenter les 26 fiches. On aurait passé l'heure et demie à le faire. Et donc, n'hésitez pas à partir de maintenant à lever la main. Je vous donnerai la parole au fur et à mesure. Et je passe donc la parole à Pierre Victoria et Céline Jacob se prépare. On n'entend pas, Pierre, ton micro est fermé. Excusez-moi, Giraud, je dis un mot sur l'emploi et un mot sur la fiche entreprise. Oui. Sur l'emploi, en fait, simplement, c'est pour dire que quand on connaît la brillance de la question de l'emploi dans notre pays et son intérêt pour nos citoyens, le fait qu'on ne traite pas sérieusement la question de l'emploi dans une logique de transition écologique manque en fond le peu de crédit qu'apportent beaucoup de candidats à la transition écologique. Ça, c'est le premier point que vous pouvez dire. Et la deuxième chose, c'est que de ce fait, le manque de sérieux avec lequel on aborde la question des emplois de demain permettent en fait à la fois à certains de dire que tout ce qu'on va proposer en matière d'écologique est beaucoup trop dangereux puisque ça va supprimer des emplois avec notamment la question de l'automobile, soit de considérer que ça va être la panacée qui va permettre demain de retrouver le plein emploi, y compris pour le sujet franco-français quand même qui est déterminant, c'est le chômage des jeunes qui est beaucoup plus important que dans les autres pays européens et la difficulté de trouver des emplois pour des personnels, pour des gens non qualifiés. Donc, on a ce double problème très spécifique en France. Donc, ce qu'on a voulu dire sur la question de l'emploi, c'est que d'abord, il fallait avoir une démarche sérieuse
pour s'intégrer, vraiment rentrer dans une politique de transition. Alors, Chiffre Projet nos amis de Chiffre Projet ont fait une étude sur la moitié des secteurs économiques concernés. Ils aboutissent quantitativement à l'idée que ça serait plutôt bénéfique à l'horizon 2030, puisqu'ils sont plutôt sur plus de 300 000 emplois, mais avec des variations extrêmement importantes d'un secteur à l'autre. Donc, je pense que ce travail doit être fait secteur par secteur et sérieusement secteur par secteur. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est ce dont nous sommes persuadés, c'est que la question ne peut pas se résumer à une question quantitative, savoir s'il y aura plus ou moins d'emplois demain. C'est bien la mutation de beaucoup d'emplois actuels qui est en cause. Et donc, il va falloir accompagner ces emplois actuels. Ça va des patrons d'entreprises qui vont devoir prendre en charge beaucoup plus des questions environnementales, jusqu'à ceux qui travaillent derrière des bennes dans des déchetteries, qui vont devoir intégrer des principes d'économie circulaire dans leur métier. Donc, c'est une vraie mutation des emplois actuels. Et c'est autour de ces emplois actuels qu'il faut travailler. C'est pour ça qu'on préconise et on demande une grande conférence avec les régions, dont on parle très peu, mais qui ont quand même la compétence en matière de formation continue aujourd'hui pour accompagner l'évolution de ces emplois. Et puis, troisièmement, parce qu'il y aura des noyaux durs, et notamment dans le cadre de l'automobile, c'est-à-dire là où il y aura des pertes importantes d'emplois dans une logique de transition, eh bien, ça se prépare aujourd'hui. Parce que si on n'anticipe pas aujourd'hui, on est sûr que ça permettra ou à renoncer à la logique de la transformation et de la transition, soit à expliquer que c'est une véritable catastrophe que de vouloir changer de modèle. Voilà, ça, c'est sur le problème de l'emploi. Sur la question de l'entreprise, évidemment, le mandat a été assez significatif sur le mandat d'entreprise, parce que d'une part, le président Macron lui-même avait fait une déclaration à TF1, dont peu s'en souviennent, mais en disant, mais à qui appartient donc l'entreprise? Ça ne peut pas être seulement la propriété des actionnaires, c'est aussi les salariés et l'ensemble des parties prenantes. À partir de là, s'est construit la loi Pacte avec l'obligation pour les entreprises de prendre en considération les enjeux environnementaux et sociaux. C'est la modification de l'article 133 du Code civil, ce qui est pas neutre quand même. C'est-à-dire que l'entreprise n'est plus uniquement la propriété des associés, elle est en responsabilité des enjeux environnementaux et sociaux dans le Code civil. Et d'autre part, l'incitation aux entreprises à adopter leur raison d'être pour pouvoir présenter leur utilité, voire d'adopter un statut particulier de gestion quelque part de gouvernance partagée avec les parties prenantes, qu'on appelle la société à mission. La question aujourd'hui qui se pose pour nous, elle est triple sur les questions d'entreprise. Premièrement, parallèlement à ce débat sur la loi Pacte, il y a eu les gilets jaunes, avec la question des salaires, il y a eu la question de la crise Covid, avec la question de la proximité et le fait qu'on était en situation de vulnérabilité sur l'accès aux services essentiels. Donc la première question à poser aux candidats, mais est-ce que dans le fond, comment vous envisagez une relocalisation d'activité du secteur des services essentiels? Comment vous assumez aussi plus votre responsabilité territoriale? Donc, c'est un vrai sujet après la responsabilité climatique que la responsabilité territoriale des entreprises. Et puis, le troisième point pour les entreprises, c'est quand on est passé un peu de la question de la responsabilité à l'utilité. Nous sommes, en tous les cas, au sein de la fabrique, nous travaillons sur cette réflexion de comment peut-on mesurer l'utilité sociale de l'entreprise et faire en sorte que les entreprises travaillent de plus en plus dans une logique de bien commun, comme nous y invitent d'ailleurs les objectifs du développement durable des Nations Unies, qui hélas sont un peu la grande inconnue et de cette campagne électorale, mais aussi sans doute de l'ensemble des acteurs français. Merci beaucoup. Donc, je passe la parole à Céline Jacob, et ensuite je prendrai dans l'ordre. Mesdames, n'hésitez pas à intervenir pour qu'on n'ait pas que des paroles masculines dans nos intervenants. Je suis sûr que plusieurs d'entre vous ont des choses à dire, je le vois dans la discussion, donc n'hésitez pas à lever la main. Voilà, Céline Jacob. Donc, concernant les enjeux liés aux espaces maritimes et à la protection de la biodiversité, alors donc je voulais juste rappeler le fait que l'océan était considéré comme un nouvel Eldorado pour le développement économique et que la France avait une part importante à jouer au vu des enjeux stratégiques, économiques et environnementaux, comme on a actuellement la deuxième zone économique exclusive au monde. Et donc, je vais reprendre juste trois éléments qui illustrent bien, je trouve, les tensions entre croissance et protection de la biodiversité, en particulier les activités liées à l'éolien offshore qui ont cristallisé les tensions récemment et qui illustrent à la fois donc des interrogations sur les impacts environnementaux, mais je trouve que aussi ils permettent de mettre en évidence des interrogations quant à la gouvernance de l'espace maritime et dans un contexte où on assiste au développement des documents stratégiques de façade et où on planifie les activités et le développement économique en mer.
avec des questions relatives à la concertation avec les différents acteurs et les collectivités locales. La deuxième thématique a trait à l'extraction des nodules polymétalliques et aux enjeux de la gouvernance de la haute mer. On a pu constater récemment que donc la France s'est lancée dans une stratégie nationale d'exploration et d'exploitation des ressources minérales dans les grands fonds pour répondre aux enjeux de décarbonation de notre économie, avec de nombreuses questions qui se posent en termes de protection de cette biodiversité exceptionnelle. Et enfin, je voulais revenir sur les enjeux de protection. Donc, la France est également engagée à protéger 30% des espaces maritimes français et 10% sous zone de protection forte. Donc, des engagements qui sont surclassiques avec des interrogations liées aux moyens qui vont être alloués. Et je voulais souligner aussi le fait que 97% de notre ZEE se trouve en Outre-mer. Et donc, de nombreuses questions demeurent sur les moyens et les objectifs qu'on souhaite donc mener en Outre-mer. Donc, ces 3 points illustrent bien en fait les interrogations qui tournent autour de la vision de notre développement économique et notre capacité à en fait tirer les leçons du développement économique qui a été fait à terre depuis les années 80. Et pour l'instant, on insiste plutôt à des volontés de croissance bleue avec peu d'éléments qui permettent d'aller vers une vision un peu plus durable des développements des activités maritimes. Donc, voilà. Merci beaucoup, Céline. Merci bien. Donc, je vais vous donner la parole. Je voudrais vous rappeler que essayons vraiment de respecter, que chacun d'entre nous respecte la norme des 1 minute 30, 2 minutes pour que tout le monde puisse parler. Je suppose beaucoup d'entre vous voudront parler. Je vous rappelle d'autre part que, évidemment, nous n'avons pas présenté toutes les fiches, que donc il y a toute une série de choses qui sont dans le dossier que vous avez peut-être déjà lues et sur lesquelles vous souhaitez intervenir. Je vous rappelle ensuite que vous pouvez envoyer des propositions d'amendement de ce dossier, etc., à la Fabrique écologique, il n'y a aucun problème. Et donc, merci de vous concentrer sur les sujets qui vous paraissent importants, soit dans telle ou telle fiche, soit dans la démarche générale que nous avons menée dans ce dossier. Voilà, je crois que c'est ça qui est important. Donc, je passe la parole à Jacques Roger-Machard, que je salue, et je signale à cette occasion la parution de son livre il y a quelques mois, qui est absolument passionnant, sur l'énergie, et que je vous conseille tous de lire. Et donc, je lui passe la parole et en lui demandant vraiment de respecter la norme de 2 minutes qui va s'appliquer à tout le monde. Merci Jacques, à toi. Bonjour Géraud, bonjour à tous. J'ai eu quelques problèmes pour me connecter, j'ai manqué le début de la réunion que je n'ai prise que lorsque Damien introduisait les intervenants qui viennent de parler. J'espère que je n'ai pas manqué des choses importantes, je voudrais réagir au propos de Jacques Rigaudiat tout à l'heure, lorsqu'il a donné l'ordre des priorités, la sobriété, l'efficacité et la décarbonation. La sobriété, ça fait appel à la morale des consommateurs en les invitant à moins consommer. Or, cette morale, si elle s'applique à des gens qui, comme nous, sont dans des bureaux confortables, qui ont sans doute des revenus significatifs, n'a pas du tout le même sens que pour des gens qui sont au SMIC ou inférieurs au SMIC. Et donc, je me méfie beaucoup des notions de morale en matière d'action politique publique et notamment de politique énergétique. L'efficacité, oui, l'efficacité, c'est une affaire qui concerne les producteurs ou les distributeurs d'énergie. Les consommateurs, ils n'ont pas grand-chose à y voir. Et l'efficacité est certainement meilleure quand on utilise l'électricité, qui est 2 fois plus efficace que les énergies thermiques carbonées. Et la décarbonation, ça, oui, c'est vraiment un problème d'action publique de favoriser les consommations énergétiques, notamment électriques, pour décarboner les consommations d'énergie. Donc, son ordre de priorité, moi, je l'inverserais. Il faut, action publique, c'est la décarbonation, les acteurs, c'est l'efficacité, et les consommateurs, s'ils peuvent, s'ils ont le pouvoir d'achat qui leur permette de choisir et de choisir des comportements sobres, tant mieux. Mais on peut difficilement, en action publique, je m'exprime en tant qu'ancien élu politique qui
qui se préoccupe d'action publique et d'efficacité de cette action publique dans certaines optiques sociales, la sobriété, je me refuse de l'imposer. Donc voilà, je voulais Merci, Jacques. rapidement réagir. Merci de cette remarque très utile, qui je pense fera débat, mais que personnellement je trouve très opportune. Je passe la parole à François et j'en profite pour le remercier pour sa contribution au dossier. Il n'est pas un contributeur officiel, mais il a introduit tout à fait un certain nombre d'éléments qui d'ailleurs ont été, il a vu, introduits dans les fiches qui ont été soumises. Et donc, merci beaucoup du travail fait à cette occasion. À toi, François. Merci. Je crois qu'un des intérêts de ce type de dossier, c'est le croisement des sujets et c'est de montrer les interrelations. Alors, à ce sujet, je voudrais parler de la biomasse. Je pense que la biomasse, c'est à la fois un problème d'orientation agricole. Est-ce que l'agriculture doit consacrer une partie de son activité à produire de la biomasse? Et c'est un problème de mix énergétique. Alors, je pense que il y a aujourd'hui une compétition, au moins dans les plans, dans les programmes ou dans les scénarios, pour s'accaparer d'une certaine manière une ressource en biomasse qui est pas encore vraiment disponible. Je pense que c'est un sujet de débat lié qui est très important pour l'avenir de l'agriculture. Notamment, il y a un aspect qui est la méthanisation, qui est aujourd'hui en plein boom et qui pourrait avoir des effets négatifs, même s'il y a des effets positifs par ailleurs. Je pense à la concentration notamment des exploitations, parce que méthanisation veut dire plutôt grosses installations et donc probablement grosses exploitations agricoles en amont, à débattre. Un deuxième aspect un deuxième sujet d'interface qui concerne l'agriculture, c'est la santé. Il y a une fiche très bien faite sur santé et environnement, mais il n'y a pas de lien avec l'alimentation. Or, alimentation santé, c'est quand même un lien important. C'est peut-être pas dans le PNSE en tant que tel, mais c'est bien là le problème des silos. Il y a un plan nutrition santé, puis il y a un plan santé environnement. Or, si on parle de la réduction de la consommation de viande, ça a un impact probablement positif sur la santé et ça a un impact fort sur l'environnement à travers l'agriculture. Voilà. Donc, je pense que ce type de lien, c'est peut-être pas facile à rédiger, mais ça mériterait probablement d'être introduit dans les fiches par des renvois, des encadrés ou des choses comme ça. Merci beaucoup, François. Marc Darras. Oui, d'abord, merci à ce dossier. Je n'y ai pas contribué et je le regrette, mais je le trouve très bien fait. D'une part, parce qu'il commence par parler des éléments structurants, et ce qui me paraît important. Je vais y revenir tout de suite. Mais tout d'abord, juste une remarque sur ce que Lucille disait sur la taxation ou sur la fiscalité environnementale. Je pense qu'il y a une question qui se pose réellement, c'est qu'il ne faut pas que la politique environnementale soit le substitut d'une politique sociale. Il faut avoir une politique sociale d'un côté qui permette une politique environnementale ambitieuse. Ce sont deux choses séparées et il ne faut pas substituer l'un à l'autre ou faire en sorte que la politique environnementale soit la politique sociale. Donc, ça permettrait à ce moment-là de refléter une fiscalité environnementale tout à fait pertinente. Je voulais revenir aussi sur la question de développement durable. Effectivement, et ça a été dit, ça vient d'être dit, la question de développement durable nous pose aussi la question du développement des besoins. Et c'est pertinent pour un certain nombre de pays. Donc, ça veut dire que ça pose la question de cette trajectoire dans la trajectoire internationale pour les différents pays. Et c'est ce que peut-être voulait souligner tout à l'heure Jacques Roger Machin. Par contre, moi, je ne suis pas du tout dans sa philosophie. Je suis content qu'on ait abordé la question de la sobriété, mais ce n'est pas de la sobriété morale et individuelle dont il s'agit, c'est de la sobriété organisationnelle de nos sociétés. Et là, c'est quelque chose qu'il faut regarder. C'est pas seulement de l'efficacité, mais c'est de se poser la question, doit-on consommer de l'énergie pour les services rendus? Et à ce titre-là, personnellement, j'ai toute une réflexion sur les questions liées à l'entropie et l'organisation.
qui pose des questions sur quelle organisation de société nous permet de réduire cette consommation énergétique nécessaire à maintenir cette organisation. Et puis, je dirais un dernier mot sur ce sujet passionnant, sur l'éducation et la formation. J'ai l'occasion d'expérimenter ça dans une école d'ingénieurs, et c'est un sujet difficile. Autant il y a besoin de faire faire prendre conscience des grands enjeux du 21e siècle, de la transformation, mais autant on a besoin de compétences effectives des différents composantes scientifiques et techniques. Donc la question, c'est plus de savoir comment on active ces compétences pour des objectifs environnementaux et de développement durable. Et donc, il y a une articulation un petit peu compliquée dans les formations. Et j'ai rencontré plusieurs enseignants qui ne voyaient pas le lien de leur enseignement avec ces questions. Et c'est réellement la manière d'employer leurs compétences qui sont importantes à regarder dans ce contexte. Voilà, merci. Merci Marc, merci beaucoup. Guylaine Hierceau. Oui, bonjour. Bonjour Guylaine. On ne te voit pas, mais c'est peut-être volontaire. Ah, très bien. Oui, mais vous allez voir que mes cheveux, parce que la façon dont je suis prêt, bon, c'est pas grave, je vais essayer. Voilà, et encore, je suis à peine coiffée. Oh là 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 là. Bon, tout ça n'est pas très grave. Simplement, d'abord, merci, parce que vraiment, ce document est fort intéressant et va, je pense, contribuer au débat, comme on dit. D'abord, moi, je vais pas repartir dans la sémantique parce que développement durable, tout ça, ça fait 30 ans qu'on se pose la question sur développement, sur durable, sur soutenabilité. Mais bon, je pense que c'est important de se poser la question, mais est-ce que c'est le moment? Je sais pas. Il y a tellement de choses à dire et vous avez fait un tel travail que je pense qu'on pourrait, et c'est comme la sobriété, prospérité, enfin bref. Bon, moi, sur la question de l'éducation, je rejoins tout ce qui vient je rejoins ce qui vient d'être dit, notamment par Marc. Par contre, je pense que sur la question de l'éducation, tout au long de la vie, c'est un fait, et la formation, mais il y a aussi la formation initiale et surtout l'éducation de la jeunesse. Et là, peut-être, alors c'est peut-être moi, j'avoue que j'ai regardé un peu vite, mais là, peut-être sur cette question-là, ce qui est important, alors bien évidemment, vous savez que je suis très attachée aux petits débrouillards, et la question de l'éducation aux sciences en particulier, et toutes les sciences et pour tout individu, où qu'il soit, c'est essentiel. Et là, je crois qu'il y a un vrai travail si on veut que notre sujet de transition écologique et d'ailleurs autre société soit comprise, il faut vraiment qu'on commence dès le départ. Et là, il y a des formations, l'éducation de la jeunesse là-dessus, c'est essentiel. Je me permettrai de dire aussi sur l'Europe, où là, je pense que sur tous les sujets, le lien avec l'Europe n'est peut-être pas assez mis en avant, ou alors je vous dis, c'est encore peut-être moi qui ai lu trop vite, mais je pense que compte tenu un peu des challenges qu'on a au niveau européen, en particulier le numérique, vous y faites, bien sûr, vous abordez le sujet il n'y a pas de souci. Sur la question de la politique agricole commune, bien évidemment, vous abordez le sujet. Mais en fait, c'était pour démontrer que justement ce lien peut-être faire un chapeau un peu plus important sur cette question Europe et internationale, parce qu'on va revenir versus les COP, les ODD, tous ces sommets, la compréhension. Justement, parce que maintenant, on entend beaucoup plus ces histoires de sommets X, Y, Z. Quel est l'intérêt par rapport pour nous, citoyens, citoyennes et les territoires? Qu'est-ce que c'est important? Juste terminer, je voulais remercier ce qu'a dit aussi Pierre, parce que c'est essentiel, de compréhension pour la transition écologique. Si on ne forme pas les gens, si on ne comprend pas qu'on a des besoins des métiers, j'étais hier à une réunion sur le côté virtuel, on a l'impression que y a plus personne qui va ramasser, excusez-moi de l'expression, la merde. Tout ça, ça va ne plus exister. Ça va être la phrase qui nous a bien fait beaucoup de mal, d'un certain patron d'Alcatel où il n'y aurait plus d'usine. Bon, donc il faut vraiment qu'on présente ça en disant il faut quand même le syndrome Mini, l'acceptabilité, le syndrome banana, oui, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Voilà, je voulais quand même encore vous remercier. J'aurais encore beaucoup de choses à dire, mais vous le savez, je vais quand même m'arrêter. Ah si,
Dernière chose, vous connaissez, on est plusieurs à faire partie du pacte du pouvoir de vivre. Je trouverais bien aussi de faire le lien avec, voilà, puisqu'il y a plusieurs associations ou personnes qui sont membres ou qui ont contribué avec le pacte de pouvoir de vivre, parce que ça fait lien sur pas mal de questionnements. Merci beaucoup. Merci, Guylaine. Avant de passer la parole à Amélie, je voudrais vous rappeler que vous avez tout à fait la possibilité d'intervenir. Je pense par exemple à celles surtout qui ont mis des messages tout à fait intéressants dans la messagerie, Sharon Obi et Eve, donc il serait sans doute utile et intéressant qu'ils puissent s'exprimer sur les sujets qui ont mis dans la messagerie, donc n'hésitez pas à lever la main. Je passe la parole à Amélie Rouvin. Merci beaucoup pour la qualité de ces travaux, de tout ce riche contenu. Moi, l'élément clé pour moi que tu as mentionné, Géraud, en entrée, et puis je crois François qui est revenu dessus sur déciloter. Pour moi, là-dessus, on est vraiment on touche à quelque chose du fond, c'est comment transformer ces structures de société organisationnelle, de ne plus fonctionner en silos par thématique et de faire les liens et les passerelles entre tous ces sujets-là, puisque tout est interconnecté, tout est imbriqué. Donc pour moi, c'est vraiment ça l'accent à mettre et à porter. Et puis, un élément qui a été mentionné sur le thème agriculture-alimentation, c'est l'incohérence des politiques publiques. Et là, de la même manière, c'est comment on donne d'un côté, on s'engage avec des financements. À la COP26, on a eu l'engagement à stopper la déforestation en 2030 avec 10 milliards d'euros, sauf que c'est dérisoire puisque ça représente 10 fois moins que les investissements dans l'industrie de la déforestation, qui a pour conséquence de déforester, et ce, chaque année. Donc, c'est comment on investit d'un côté, mais en fait, de l'autre côté, on a déjà énormément structurellement de choses qui vont pas dans le bon sens. Donc, comment déjà éviter ces incohérences-là, pour moi, il y a un élément clé. Et puis, j'aurais une question pour la suite, non pas sur le contenu, mais sur comment ça se passe ensuite, comment la fabrique diffuse cela, donc pour à la fois les candidats à la présidentielle, et puis ça a été mentionné aux députés et plus largement. Voilà. Alors, un mot peut-être sur cette question précise. La Fabrique écologique diffuse par les réseaux sociaux, etc. Diffuse évidemment à l'ensemble de la presse et des médias et diffuse aux candidats aux élections, à leur entourage, aux responsables de partis politiques et aux parlementaires et aux ensemble de responsables économiques. Enfin, on a une diffusion large, très large de ce dossier, en leur proposant à chaque fois, s'ils le souhaitent, qu'on vienne leur en parler, qu'on vienne parler de tel ou tel sujet, s'ils le souhaitent. Voilà, donc nous sommes en train de faire ce travail. Ils ont bien qui s'intéressent, etc., qui ont envie éventuellement de nous rencontrer pour parler du dossier. Mais l'idée est une diffusion très large pour que ça puisse être utilisé. On n'a pas de droit d'auteur à la Fabrique écologique. On est très content quand certains des éléments qu'on publie sont repris, même sans nous citer. Vous voyez, on est vraiment très généreux, même sans nous citer. Imaginons que tel ou tel pose une question à un candidat qui reflète un peu le questionnement qu'on a dans une de ses fiches. Ça nous ferait évidemment très plaisir. J'ajoute que cette diffusion, vous pouvez vous-même la démultiplier. N'hésitez pas à transférer ou à transmettre ce dossier à qui vous pensez utile, évidemment, pour que ça puisse être le plus utile possible. Alors, avant de passer la parole à des gens qui sont déjà intervenus, je vois que Françoise peut intervenir, ou Jean-Louis. Je ne sais pas si c'est Françoise et Jean-Louis. C'est Jean-Louis. C'est Jean-Louis. C'est Jean-Louis. Excuse-moi. Oui. Un grand merci à vous tous pour toutes ces contributions. Mais moi, j'ai rien lu du tout. Donc, j'arrive à bout le pourpoint, ce qui m'autorise à faire une petite remarque d'ordre général. Et je pensais en vous écoutant, mais qu'est-ce que je peux bien demander qu'est-ce que je peux bien poser comme question à un candidat ou une candidate sérieuse à l'élection présidentielle, si j'ai la chance de l'avoir en face de moi, voilà, à la lumière de tout ce que vous expliquez. La question générale, c'est on hérite de plusieurs décennies d'individualisme forcené avec une consommation à outrance et qui sert d'exemple au monde entier, donc c'est intenable. Ressources
fini monde fini, croissance insoutenable, et comment recréer une conscience collective qui concrètement, comment recréer une conscience collective qui est l'antidote à l'individualisme forcené? Comment reconnecter tout le monde à la nature, qui est aussi l'antidote à une consommation à tout crin et à l'irrespect tous azimuts? Il suffit simplement que je regarde dans la rue des gens jeter un masque, des mégots. Tout le monde sait tout ce qu'on peut voir comme incivilité choquante, et on imagine les comportements de consommation qui vont avec, les voitures, moteurs allumés dans le nez des enfants au bras des trottoirs, etc. Donc, comment, Monsieur le Président, recréer une conscience collective? C'est votre affaire d'être reconnecté à la nature. Sans reconnexion à la nature, au plus près, vous n'aurez jamais de cohésion sociale, parce que c'est des petits pas, des grands pas, des pas intermédiaires. C'est de l'individu à l'État. Tout ce que vous exposez là, tout ce que vous exposez, tout ce que vous voulez demander à un candidat, ça nous fait botter en touche quelque part, puisqu'on dit bon, c'est l'affaire de l'ONU, c'est l'affaire de l'Europe, c'est l'affaire d'un président, d'un programme, et on est absolument tous concernés, puisque c'est un enjeu vital, rien de moins que vital. Merci Jean-Louis. Je continue en privilégiant, excusez-moi pour les autres, dans un premier temps ceux qui n'ont pas parlé, mais chacun aura son tour. Sharon Hobby. Oui, merci. Je suis pas très bien, mais je vais essayer d'être claire. Il y a 3 thèmes qui ont été développés, c'est la morale et la politique, la consommation notamment des ménages les plus modestes, et l'isolation des dossiers écologiques qui sont traités à part alors qu'ils sont complètement dépendants et inclus dans chacun des thématiques en fait qui sont importantes pour les sociétés, les gouvernances. À ce propos-là, il y a forcément systématiquement une confrontation entre l'écologie et le bien public, comme si l'écologie va toujours restreindre, poser des complications, des difficultés, parce que il y a la notion du long terme et des coûts induits qui ne sont pas pris en compte et que le citoyen ne prendra pas en compte. Il vit au jour le jour. Quand il fait ses courses, sa vie est déjà difficile. Même s'il va demander à avoir du bio en cantine chez lui à la maison, il va avoir les 3/4 de produits sont mauvais, qui n'apportent rien au niveau alimentaire ni pour leurs enfants notamment. Mais c'est pour eux, ils vont sentir ça comme une chose qui les dévalorise. Ils ne vont pas forcément dire je vais dépenser autant ou moins d'argent avec des produits plus bénéfiques, mais ce que je veux, c'est me libérer de tout ça et je remplis mon caddie parce que ça me donne un sentiment de bien-être provisoire, mais en tout cas, c'est impossible, c'est très difficile d'apporter une notion de morale, du bon comportement. On voit qu'il y a beaucoup d'incivilité dans nos villes, dans nos sociétés. Et je sais pas pourquoi, on a cette sentiment un peu que les gens sont un peu furieux, les uns par rapport les autres, les uns avec les autres, parce qu'aussi c'est l'idée que la politique nous donne. On a face des gens qui sont des adversaires, qui cherchent à se détruire l'un l'autre et non pas à vraiment avoir un débat, on discute. C'est vrai que là, c'est plus, là, c'est moins. Comment on peut faire pour avoir plus de cohésion? Il n'y a pas cette cohésion dans le débat. On réfléchit ensemble pour trouver des solutions ensemble. On a l'impression que chacun arrive avec sa solution et va venir clasher avec l'autre. Et ça, c'est très difficile pour le citoyen qui déjà ne vote pas, qui est plutôt incivique. Et ce que j'ai entendu tout à l'heure, mais c'était très bien, c'est par rapport à la morale politique, donne un sens, des axes pour une vision globale d'une conscience collective. Et ça, c'était vraiment, ça m'a beaucoup donné du positif s'il peut y avoir une vision globale d'une conscience collective. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sharon. Donc Jacques, plus utile en quelques mots. Voilà, ça vous en pas je voudrais juste réagir rapidement à l'interpellation de Marc Darras
sur la sobriété, où il fait la différence entre sobriété individuelle et sobriété collective. Oui, bien sûr, cette différence est à marquer, mais le terme sobriété employé tout seul est entendu comme comportement individuel. Et je maintiens de ce point de vue-là, complètement ma critique d'une obligation morale qui serait faite aux citoyens, aux consommateurs. S'agissant de la sobriété collective, moi, je préfère utiliser le terme d'efficacité collective, d'efficacité énergétique collective, pour être collectivement plus sobre, par une organisation sociale différente, par la levée des obligations de déplacement pour aller travailler et lui substituer du télétravail, etc. Donc, je préfère que, s'agissant de sobriété collective, d'employer le terme d'efficacité énergétique. Merci Jacques. Lucille. Oui, merci Géraud. Je voulais réagir à 3-4 interventions. La première, c'est celle de Marc lorsqu'il dit qu'une politique environnementale, ou en tout cas la fiscalité écologique, n'a pas vocation à être une fiscalité qui prend en considération la question sociale. Je crois que par définition, l'outil fiscal est un outil qui a des conséquences complexes et qui a plusieurs choses. C'est que d'une part, la question du bien fondé de l'impôt, ça fait fort longtemps que on n'en parle pas suffisamment, donc il y a certainement là un enjeu de société. Et ensuite, ne pas imaginer avant le verdissement de la fiscalité ses conséquences sociales, ça me semble vouer la fiscalité écologique à l'échec. Donc je crois que c'est théorique de différencier et qu'à l'évidence aujourd'hui, les politiques sont comme des grands brûlés de la taxe carbone, à gauche ou à droite, parce qu'il y a eu les gilets jaunes et qu'il y a maintenant l'anticipation de ces mouvements de colère qui d'ailleurs existent aujourd'hui fortement aux Antilles. Donc, je crois que c'est théorique de différencier fiscalité écologique et sociale et qu'il y a un sujet de réforme globale de notre système fiscal en prenant en considération la question de la redistribution. Deuxième chose sur laquelle je voulais réagir, ce que disait Guylaine. Guylaine, tu verras dans le dossier, on a traité la question européenne, notamment le pacte vert, et je ne crois pas que l'Europe soit une solution miracle. Ce que nous avons dit dans le dossier, c'est qu'il y a eu un fort activisme législatif, notamment de la Commission européenne sur les enjeux européens. Ça ne signifie pas pour autant que les États l'ont accepté, et ça ne signifie pas pour autant que la conversion écologique va entrer par miracle dans les faits, notamment évidemment en Pologne, mais aussi dans la politique agricole française. Donc je crois qu'il faut penser l'ensemble des échelles, c'est clair, mais qu'aucune échelle n'est miraculeuse, et c'est un petit peu ce que nous avions voulu dire en parlant de taxation carbone indolore aux frontières de l'Europe, parce que quelque part, elle est abstraite. Enfin, un dernier point sur la question du civisme, du vivre ensemble, du projet collectif, rendre les citoyens plus civiques, etc. Je reviens sur ce que j'ai dit en introduction, je crois que le fossé est très grand sur les questions écologiques entre citoyens et responsables politiques et dirigeants. Et je ne crois pas que l'appel au civisme puisse fonctionner s'il n'y a pas, du côté des citoyens, le sentiment qu'il y a exemplarité et des politiques publiques qui sont suivies des faits. Ce qu'on a dit sur l'incohérence des politiques publiques, les citoyens le perçoivent. Ils le perçoivent d'ailleurs en dehors des politiques publiques lorsqu'ils regardent les campagnes de publicité dans le métro et qu'ils voient qu'on leur garantit la livraison d'un panier de 30 courses en 5 minutes, sans doute par des personnes exploitées. Donc on est dans une situation de dissonance cognitive sur les questions écologiques qui montre qu'il ne suffit pas de dire que les citoyens sont inciviques. Ils sont d'abord conscients des incohérences et comme ça a été rappelé par Sharon, ils ont aussi besoin quelque part d'imaginer des manières de rester confortables face à l'incertitude démocratique. Donc moi je trouve que l'enjeu là est du côté évidemment des candidats. La balle me semble être dans leur camp. Merci. Merci Jacques, puis Marc, rapidement si possible, une intervention courte. Je me trompe toujours Oui, je voulais répondre à l'autre Jacques que je suis d'accord avec lui, oui, mais que je suis en désaccord quand même. D'abord, pour expliquer que l'ordre que j'ai indiqué, sobriété, efficacité et décarbonation, est pour moi un ordre logique et pas un ordre de priorité. C'est moins, mieux, autrement. Donc, ça n'indique pas en soi une priorité. Donc, de ce point de vue-là, je suis d'accord avec ces remarques. Mais par contre, je ne le suis pas, en tous les cas pas facilement,
sur l'idée que la sobriété, c'est de la morale et que seule l'efficacité et surtout la décarbonation relèverait de l'acte public, de l'action publique, comme il l'a dit. Je vais en prendre quelques exemples. L'interdiction des véhicules thermiques, l'interdiction à la location à venir des passoires thermiques, les F et G dans les normes, ou encore l'interdiction dans le nouveau règlement énergétique 2020 dans les constructions neuves à venir du chauffage au gaz et du chauffage au fioul. L'action publique, moi je suis économiste, hein, évidemment, je connais les prix, les subventions et les choses et la fiscalité, mais comme citoyen, l'action publique, c'est aussi d'émettre des normes. Évidemment, ça touche aussi parfois, par exemple, la limitation de vitesse à 80 km/h ou la taxe carbone sur les carburants. On sait ce que ça a produit comme retombée sociale. Là-dessus, nous sommes d'accord, mais c'est pas pour autant que ce champ-là doit être a priori exclu, me semble-t-il, de l'action publique. Si, Marc. Oui, juste, je voulais rassurer Lucille sur mon intérêt pour les politiques sociales. Je participais aux travaux sur les taxations depuis le milieu des années 95, de taxation environnementale et carbone. Et effectivement, c'est un sujet qui se pose réellement dedans. Ce que je voulais signifier, c'est que il fallait mettre l'ensemble des personnes en situation de répondre à une fiscalité environnementale. Et donc, ça veut dire, en premier lieu, que la question que l'on voit apparaître d'incapacité à subir une fiscalité environnementale, c'est ça qu'il faut viser en premier, bien évidemment. Voilà, c'était ça mon souci. Et par contre, en allant plus loin, et c'était la conclusion de Lucille, c'est est-ce qu'on peut repenser notre fiscalité comme l'ont fait par exemple nos amis suédois autour d'une réflexion environnementale, c'est-à-dire de se dire quel est le levier que l'on veut sur nos consommations. Est-ce que c'est prélever sur la valeur, quelle que soit l'origine de la valeur, ou bien faire attention à prélever sur les valeurs qui mettent en cause les ressources? François. Merci. Moi, je ne veux pas prolonger le débat sur la sobriété indûment, mais je pense que on ne peut pas s'abriter derrière le fait qu'il y a des pauvres, en gros, hein, pour dire les choses comme elles sont, pour empêcher ou comment dire, disqualifier tout effort de changement des mentalités de tous, c'est-à-dire des riches et des pauvres. On voit bien que dans les questions de consommation, les aspects d'image, les questions de publicité, les questions de standing jouent un rôle important dans la consommation des riches. Bon. Et je veux dire, aller passer ses vacances aux Seychelles ou en Antarctique, c'est somme toute un signe d'appartenance sociale. Si les signes d'appartenance sociale qui ont toujours existé, qui existeront probablement toujours, se manifestaient de manière différente, c'est-à-dire pas à travers une consommation débridée et à travers le pillage de ressources naturelles, je pense que ça serait pas plus mal. Alors c'est pas de la morale, c'est simplement du réalisme social que de dire que la notion de sobriété ou la prise de conscience d'un intérêt collectif qui s'attache à la sobriété devrait être quand même des leviers d'un discours politique qui a forcément, on peut l'espérer, une influence sur les comportements sociaux. Voilà, alors c'est peut-être un peu utopique, mais je pense qu'on ne peut pas renoncer à influencer les représentations collectives et les comportements sociaux à travers le discours politique. Merci. Alors, il y a beaucoup de gens qui, je suis sûr, souhaiteraient intervenir, là, et qui n'osent pas peut-être, ou qui ne veulent pas. Donc, n'hésitez pas à lever la main. Pendant que je n'en vois pas, je vais du coup me donner la parole une seconde sur deux choses qui ont été dites. La première chose, je crois absolument essentielle que dans le débat électoral qui vient, le positionnement des candidats soit interpellé sur l'Europe, parce que quoi qu'on en dise, le paquet vert européen, dont on peut évidemment discuter quelle est la modalité, ça va de soi, enfin, c'est quand même une avancée, s'il était mis en œuvre, extrêmement forte de l'action climatique et écologique. Et il n'y a pas
Et donc, je pense que il sera important quand même dans le débat électoral que les candidats se positionnent par rapport à ça, tout simplement, parce que ça va être à l'agenda, évidemment, non seulement dans les 6 prochains mois, mais dans les prochaines années. Et donc, je pense qu'il est vraiment important, si on veut être sérieux sur la nécessité d'une plus grande ambition sur le climat et l'écologie, qu'il y ait des positionnements par rapport à ce paquet. La deuxième chose, j'étais tout à fait heureux que le mot cohérence ait été cité, je crois que c'est par Amélie, parce qu'en effet, c'est une de nos réflexions, y compris entre nous à la Fabrique écologique, au bureau de la Fabrique écologique, pour rien vous cacher, le fait que, comme je l'ai dit, quand on fait des propositions, elles sont souvent acceptées par les candidats, qui acceptent tout et n'importe quoi le plus souvent, sans voir qu'il y a une proposition qui est incohérente avec une autre. Qui peut être intéressant, on verra bien si on le fait un jour, qui peut être intéressant de souligner les principales incohérences de chacun des candidats dans leur démarche programmatique sur l'écologie par rapport au social, par rapport à l'économie, par rapport, etc., pour montrer qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui ne l'est pas, et qu'est-ce qui est suffisamment ambitieux et qu'est-ce qui, de toute façon, se heurtera à des obstacles rédhibitoires. Donc, je pense que ça, c'est un exercice que je pense, en termes de salubrité du débat public dans les prochains mois, peut être assez intéressant si on le mène de manière suffisamment rigoureuse. Voilà. Qu'est-ce qui veut intervenir? Alors, personne, hein, pour le moment. Est-ce que Dorothée, oui, ah, deux points pour. Oui, pardon, Bernard, pardon, je ne le voyais plus, mais Bernard, vas-y. Faire écho à ce que disait François Demars toujours sur les cohérences. Ben, effectivement, la question de l'alimentation est typique, c'est-à-dire qu'on a 3 ministères qui ont pris indépendamment, et je dirais presque volontairement indépendamment, des initiatives. Donc le ministère de la Santé avec le plan national nutrition santé, le ministère de l'Agriculture avec les plans nationaux pour l'alimentation, et le ministère de l'Écologie avec le plan national santé environnement. Donc là, c'est assez typique effectivement de cette question de l'incohérence des politiques. Par contre, effectivement, Géraud a dit qu'on faisait des analyses et pas des propositions. Il n'empêche qu'une fois qu'on a constaté le double problème de cohérence, c'est-à-dire cohérence horizontale entre les différents secteurs et puis cohérence verticale entre les niveaux d'action depuis la commune jusqu'à l'Europe, la question de comment on fait, parce que c'est quand même une question redoutable, de quelle nouvelle gouvernance il faut mettre en place pour effectivement lutter contre ces incohérences sectorielles ou verticales. Là, je pense qu'il y a un défi intellectuel majeur. Alors, est-ce que c'est à la Fabrique écologique de s'en saisir? Mais je pense qu'une fois qu'on a fait cette analyse, la question de qu'est-ce qu'on propose, là, il y a un peu un appel au peuple, parce que effectivement, la question, elle est quand même redoutable. Hein. Merci. Qui d'autre veut intervenir? Je voyais que Dorothée, elle est là, elle a mis sur le chat un message intéressant. Elle est là, peut-être qu'elle veut l'évoquer. Non, je ne la vois pas. Dorothée Broway. Non. Qui d'autre veut intervenir donc? Pas François qui avait une main levée, mais qui, je suppose, est une main levée antérieure. Écoutez, je vois que personne. Oui, Mylène, vas-y. Rappeler tu en as parlé suite à la question d'Amélie, mais le processus maintenant de. Alors, le processus, je le rappelle en effet, le processus donc, ce dossier a été publié et comme je l'ai dit, va être diffusé très largement. Et à partir de là, s'ouvre donc la période, comme pour toutes nos notes, de co-construction citoyenne, c'est-à-dire qu'en fonction de la discussion que nous venons d'avoir, et il est tout à fait important, et alors à la fois sur des éléments de détail qui seraient factuellement erronés, je pense qu'il n'y en a pas énormément, mais enfin il peut y en avoir, ça peut toujours se glisser, et puis sur des sujets de fond du type de ceux qu'on a évoqués, ou d'autres. Il est tout à fait important que vous puissiez mettre ça sur un bout de mail et l'envoyer, car ensuite elle sera intégrée donc dans la deuxième version du dossier. Il faut que vous puissiez l'envoyer en gros avant la mi-janvier, puisque la deuxième version du dossier sera publiée fin janvier normalement. Et on n'a pas encore décidé, mais je vois que les réflexions de Bernard nous conduira à aller dans ce sens-là. On n'a pas encore décidé si cette deuxième publication serait assortie à ce stade là de quelques propositions particulièrement fortes ou non. En tout cas, c'est quand même
un peu l'idée d'une manière ou d'une autre. Je pense on devrait y arriver d'une manière ou d'une autre, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas être uniquement dans le débat ou dans le commentaire, même si un certain nombre d'idées sont reflétées déjà dans nos fiches. Enfin, de les formaliser peut-être sera utile le moment venu. Je vois que Damien avait souhaité intervenir. Juste. Oui, pardon, Guylaine, vas-y, oui. Dis-moi terminer par rapport sur les questions européennes, comme tu l'as laissé entendre toi-même, confère la réaction de Lucille, pardon. Je pense qu'il est quand même. J'avais vu la fiche sur Green Deal, mais quand je disais, c'est d'avoir une vision un peu plus large sur l'Europe, comment tout ça influe, et même sur les autres, je disais, les autres dispositifs internationaux, et qui interviennent après sur le terrain. Et ça me fait penser, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, nous, en ce moment, on organise, par exemple, une tournée des tiers-lieux avec des membres de la Convention citoyenne. Et donc, on est sur les territoires. Et quoi qu'on en dise, les questions sont bien évidemment locales et tout, transition locale et tout. Mais les gens s'interrogent aussi souvent par rapport au débat européen, voire international. Donc, et comment on doit réagir par rapport à ça. Donc, tous les sujets qui ont été abordés, et merci encore pour ce document, parce que je pense qu'il sera fort utile, c'est important aussi de le placer et d'éviter quand même trop de siloter, justement. C'est pour ça que quand je dis l'Europe, c'est pas le Green Deal, c'est pas la taxonomie, c'est comment tout ça influe sur nos décisions et sur la mise en œuvre en pratique. Excusez-moi. Mais je crois que cette idée est importante, celle de Bernard, que tu viens de conforter. Et en effet, il manque dans le dossier un élément de gouvernance et de fiche de bilan et voire de questions sur l'articulation Europe, État, collectivité, enfin territoire, et la façon dont tout ça s'articule. Personnellement, moi j'ai une conviction très forte là-dessus, et que je pense que il faut qu'il y ait un nouveau deal entre l'État et les collectivités locales en particulier. L'État doit pouvoir mettre plus de règles. Je pense en particulier, par exemple, à l'urbanisme. Aujourd'hui, on a laissé faire en matière d'urbanisme, quoi qu'on en dise, qui est quand même assez dramatique sur le plan de la transition écologique. Mais en contrepartie, il faut que l'État donne davantage de moyens aux collectivités pour agir concrètement, puisque ce sont elles qui agissent concrètement. Donc, une réflexion de ce type-là, je pense, sera sans doute utile dans la deuxième version du dossier. Juste un petit tac au tac sur l'Europe, parce qu'il se trouve que c'est moi qui ai travaillé sur la question européenne. Donc, je suis très sensible, évidemment, au fait qu'elle est essentielle. Mais je tiens à dire qu'il y a d'autres éléments dans le dossier. Il ne s'agit pas de défendre mordicus le truc, mais je crois que dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, on peut compléter peut-être les choses en ce moment-là dans l'introduction, en faisant référence évidemment aux grands défis de cette présidence. Mais ayant été coprésidente de la Fondation verte européenne, je tiens aussi à dire, d'ailleurs lisez là-dessus le Green Open Journal qui vient de faire paraître quelque chose de très intéressant et de très transverse. Je tiens à dire que l'Union européenne ne sera pas la solution miracle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut atterrir, comme dirait Latour, ensuite dans le cadre des États. Après, on poursuivra cette discussion avec Guylaine en bilatéral. Très bien. Alors, une dernière remarque de tel ou tel d'entre vous? Oui, moi je veux bien. Damien, pardon. Moi. Oui, très, très rapidement, je voudrais poursuivre et revenir là sur le sujet de la sobriété organisationnelle ou de l'efficacité organisationnelle. Bon, Jacques Roger-Machard place ces sujets-là non dans le champ de la sobriété, mais dans le champ de l'efficacité. Pourquoi pas? C'est pas simplement dans la sensibilité collective. Les questions d'efficacité sont beaucoup liées à la technologie, au progrès technique. Or, je crois que un volet vraiment très important est lié aux questions d'organisation. Et donc, et ça me semble vraiment déterminant pour l'évolution de nos consommations et la décarbonation. Juste trois exemples. Les sujets d'organisation du travail, avec les questions du télétravail, c'est typiquement des questions de sobriété ou d'efficacité liées à des choix d'organisation et qui donc relèvent très clairement d'un champ de décision publique, mais aussi individuel.
il y a des normes publiques qui doivent, ou des incitations qui doivent être faites, données, et puis ensuite chaque acteur, et notamment les citoyens, doivent être incités à s'en saisir. Deuxième champ, l'organisation des systèmes de transport, à la fois des transports de personnes, des transports de biens. Là aussi, c'est des choix d'organisation collective, mais c'est des choix individuels aussi qui sont au cœur de tout cela. Bon, Géraud a parlé de l'organisation des territoires, c'est pareil. On pourrait aussi mettre à tout le champ de l'orientation de la consommation donnée par la publicité. Voilà, donc ce champ, voilà, qu'on l'appelle sobriété ou efficacité, est vraiment un sujet essentiel dont finalement on ne parle pas, très peu, et qui devrait avoir une place beaucoup plus importante. Très bien. Écoutez, je vous propose qu'on en reste là, que le débat de toute façon est ouvert. Il est même ouvert, vous voyez, entre les différents responsables de la fabrique écologique. Parce que je suis pas sûr d'être totalement d'accord avec ce que vient de dire Damien, mais le débat est ouvert. Oui, quelqu'un voulait rajouter quelque chose? Oui, Bernard, oui. Moi, je voulais juste une réflexion que m'inspire ce débat. Je me demande si nos trois catégories, l'économique, le social et l'écologique, sont encore des bonnes manières de penser et de sectoriser la pensée. Est-ce que effectivement, le fait de savoir si un problème il est économique, social ou écologique, je vous livre ça à chaud. Est-ce qu'on n'est pas dans des cadres d'analyse qui sont justement inadéquats? Voilà. Bon. Merci Bernard.